Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Trajectoire. Dans cette émission, vous aurez la possibilité de voir quelques figures emblématiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas seulement des artistes musiciens, mais il s'agit aussi des personnes qui travaillent dans l'ombre pour l'épanouissement de leur vie, aussi de la société congolaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une dame. Elle est congolaise, elle est travailleuse, une femme battante. J'aimerais qu'ensemble avec vous, que nous puissions suivre son portrait et on va se retrouver juste après pour notre entretien. À tout à l'heure. Fille de la République démocratique du Congo, jeune femme entrepreneur, Déborah Kongolo Mputu, fille du feu président du Daring Club Motema Pembe, Lina Foot, aussi membre du comité exécutif de la FECOFA, Mputu Moulopo Charles, et de Malou Ngalula Hortense, deuxième d'une famille de 9 enfants, mariée à M. Roger Banza depuis 2008 et mère de 3 enfants. Pour la petite histoire, Déborah Kongolo est née le 12 juin 1988. Elle a fait ses études normales en commençant par l'école primaire secondaire au collège Saint-Raphaël et l'université à l'université protestante au Congo UPC de 2005 à 2010. Dans l'administration des affaires, option gestion. Entrepreneur depuis 2016, Déborah Kongolo, femme active, a bénéficié de plusieurs formations qui contribuent à l'épanouissement de son travail et de la nation. Bienvenue dans Trajectoire. Alors le plaisir est pour moi de pouvoir vous présenter cette dame. Elle, c'est Déborah Kongolo Mputu, époux des papas Mbanza, voilà, c'est ça. Alors bonjour, merci, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Nous aimerions parler un peu de votre trajectoire. Vous avez suivi ensemble avec nous et les téléspectateurs combien on a parlé de votre portrait. Est-ce que c'est suffisant? Oui, hein, en tout cas, je vois qu'il y a tout, quoi. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà comment vous avez passé votre enfance? C'était l'enfance un peu particulier par rapport à d'autres enfants? J'ai été une enfant comme toute autre. J'ai grandi avec mes parents. Bon, mon père est décédé il y a à peine 2 ou 3 ans, 2-3 ans maintenant. Mais en tout cas, j'ai grandi dans une famille normale avec mes frères et sœurs et mes parents. Et j'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Stella. Et mes études secondaires, je les ai fait au collège Saint-Raphaël. C'est là aussi que j'ai eu mon diplôme d'État. Ah, vous étiez avec nous au collège, Saint-Raphaël, je pense. Oui, on était au collège Saint-Raphaël. Je suis une ancienne du collège Saint-Raphaël. Intéressant. Oui. Donc c'est là que j'ai même eu mon diplôme d'État. Et après ça, je suis allée à l'université protestante au Congo. On peut dire que vous avez eu une ambition première dans votre vie. Quelle a été cette ambition? Déjà toute petite, je me disais que je serais une chef d'entreprise. Donc je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un, mais je me voyais être le leader d'un groupe. Et déjà, je peux même dire, je pense que c'était déjà à l'école primaire, je devais faire des poèmes, on devait m'inviter pour le compte de mon école. Et même au collège Saint-Raphaël, on m'invitait dans des conférences pour femmes. Je faisais des poèmes, j'étais chef de classe, j'étais chargée de quelque chose. En tout cas, j'ai travaillé toujours avec les gens et j'étais toujours avec les gens. Et pour moi, cette façon-là de faire les choses me donnait déjà une direction pour ma vie. Et déjà, mon père, quand je me souviens en 4e des humanités déjà, il m'a donné l'argent pour payer les Minerval et pour moi et pour tous mes frères. Donc quand lui ne pouvait pas venir, c'était moi qui devais payer. Et je me trimballais avec beaucoup d'argent étant une petite fille. Et là, je voyais déjà ce sens de responsabilité qu'on me donnait déjà à l'époque. Et ça a donné vraiment une certaine orientation pour moi. Il y a d'autres personnes qui disent que dans leur vie, ils n'ont jamais échoué, hein? Même dans l'école et tout ça. Je ne sais pas parce qu'on grandit, hein? Mais est-ce que vous pouvez quand même nous souffler cette vérité que vous avez échoué peut-être plusieurs fois à l'école avant de passer des cours? En tout cas, je suis parmi les personnes qui n'ont jamais échoué.
cas encore. Mais oui, c'est les cas encore. En tout cas, c'est depuis l'école primaire que je n'ai jamais échoué. C'est vrai que je n'étais pas parmi les premiers de la classe, hein, parce que c'est tous les parents qui disent à leurs enfants que j'ai été première de la classe. C'est ça le problème. Il y avait des fois où j'étais parmi les 5 premiers, mais il y avait aussi des fois où j'étais parmi les 10 premiers. Mais en tout cas, je n'ai jamais échoué. Dans tout ce que je faisais aussi, j'essayais d'être la tête. Donc je faisais que tout le monde puisse me connaître, puisse savoir qu'il y a une Déborah qui existe. Terminer l'université, par où vous avez commencé? Ou alors c'était pendant l'université que vous avez eu à faire quelques activités selon le domaine de l'entrepreneuriat, ou c'était après les études? Si c'était après les études, comment cela a débuté? Bon, à l'université, je pense pas que j'avais quelque chose en termes d'entrepreneuriat, mais c'était plus travailler en groupe, travailler avec tout le monde. C'était moi qui initiais le groupe, que ce soit les groupes de travail, ou bien si on doit organiser une fête, ou si on doit organiser une collecte. J'essayais toujours d'être à la tête, mais je n'avais pas vraiment commencé des activités comme telles en tant qu'entrepreneur quand j'étais à l'université. C'est plus quand j'ai fini mes études que j'ai commencé à faire 2-3 petites choses. On peut partager? Parce que déjà, je n'ai pas fini l'université en étant célibataire. Je me suis mariée quand j'ai fini mon 3e graduat. Déjà, ma première licence, je l'ai étudiée en étant mariée. Donc c'est quand vraiment j'ai fini que j'ai commencé à m'occuper de nos affaires avec mon mari. Donc lui, il travaillait, il passait presque tout son temps au travail. Mais avant déjà ça, quand j'ai voulu finir l'université, j'avais fait un stage professionnel à une banque et ils m'ont quand même retenue à cette banque-là. Mais comme je venais d'accoucher mon premier enfant, c'était une fille tellement capricieuse qui ne voulait pas le téter, qui ne voulait pas les biberons, donc c'était seulement le tété qu'elle voulait. Alors c'était vraiment compliqué pour moi et je me suis dit que je ferais mieux de me concentrer sur nos propres affaires que de combiner le travail où je ne serais pas vraiment à temps plein pour mon enfant parce que déjà mon mari il a un travail à temps plein. Alors de là, je me suis dit que je préfère me concentrer sur nos affaires à nous et essayer d'épauler mon mari en termes de la maison et en termes des autres activités pour pouvoir nous équilibrer aussi financièrement. Qui est votre conseiller? En tout cas, mon conseiller principal, c'est mon mari. Mais avant, mon conseiller principal, c'était mon père. Parce que lui, c'était un homme d'affaires. Mon père, il a gagné sa vie en faisant des affaires. Et à chaque fois que je voulais faire quelque chose, c'était à lui que je demandais conseil. Donc quand on avait un projet pour acheter quelque chose ou quand on voulait commencer quelque chose, c'était vers lui que j'allais pour demander conseil parce que lui, il s'y connaissait, que ce soit en véhicule, que ce soit en maison, que ce soit en affaires. En tout cas, il était calé dans les domaines et c'était plus lui qui me donnait des orientations, qui me disait non, si tu fais ça, tu vas échouer, il faut faire comme ça. Bon, parfois, il tapait sur les nerfs et ça énervait, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et avec mon mari aussi, avec son expérience dans son travail, ça a été vraiment de très bons conseils. Quelle a été la participation de votre maman dans ce que vous êtes aujourd'hui? Ma mère le sait. Moi, mon parent préféré, c'était mon père. Parce on partageait vraiment beaucoup de choses avec mon père. C'était vraiment le meilleur ami. On était vraiment très liés avec mon père. On n'était pas trop proches avec ma mère quand j'étais jeune. Mais c'est quand je me suis mariée qu'on est devenu proche avec ma mère. Et on est devenu proche avec ma mère quand j'ai eu mon premier enfant. Et là, j'ai compris c'était quoi être mère. Et c'est vraiment à partir de là qu'on s'est vraiment trop attaché avec ma mère. C'était elle qui me donnait les conseils sur les enfants. C'était elle qui s'occupait de ma fille. Parce que quand j'ai eu ma fille, j'ai encore continué ma 2e licence. Donc c'était elle la mère de ma fille, quoi. Et ma fille est trop attachée aussi à ma mère. Donc c'est elle qui s'occupait de ma fille, que ce soit pour l'emmener à l'hôpital ou autre chose, ou pour faire les courses pour moi à la maison. C'était ma mère qui le faisait. En tout cas, elle a vraiment comblé tout ce que je ne pouvais pas faire en étant étudiante et en étant jeune mère. En tout cas, c'est elle vraiment qui m'a aidée à combler tous ces vides-là. Alors en avance, nous aimerions quand même savoir aussi le travail et la famille. C'était comment dès le départ? Bon, le travail, déjà comme vous le savez, quand tu travailles à temps plein, c'est déjà compliqué de bien s'occuper de sa famille parce que
Tu dois quitter déjà ta maison très tôt pour ne revenir que les soirs. Et là, c'était vraiment très difficile à combler parce que j'étais aussi jeune mère. Je venais à peine d'avoir ma première fille quand j'ai commencé à peine à travailler. En tout cas, je n'arrivais pas à combler ça. Je n'arrivais vraiment pas à bien gérer ça, mais je me débrouillais quand même parce qu'au début, je n'avais même pas de nounou aussi. Donc, je devais, avant d'aller au travail le matin, je devais me réveiller très tôt, faire la maison, tout arranger, apprêter ma fille pour aller la déposer chez ma mère. Et de là, je vais au travail. Quand je termine le travail, je terminais peut-être à 16 heures ou quoi. Je devais d'abord rentrer chez moi, préparer pour cette soirée-là et pour la journée de demain. Et finalement, j'ai récupéré ma fille et j'ai rentré à la maison. Donc, c'était une vie tellement compliquée que j'ai vraiment pas voulu continuer comme ça. Vous avez passé beaucoup de temps dans des formations des femmes à l'église? Parce qu'en vous entendre parler, on sent qu'au niveau de l'organisation déjà, séparer l'utile à l'agréable, c'était déjà correct. Et on peut savoir qui était votre encadreur au niveau de l'église? Nous, à l'église, déjà là où j'ai pris, chez le pasteur François Mutombo, voici l'homme que j'ai salué en passant. Déjà, c'est lui-même le père et la mère de tout le monde. Donc, il encadre tout le monde, que ce soit les jeunes filles, les femmes, les hommes, surtout les jeunes femmes, à déjà savoir comment gérer leur maison, leur foyer et comment répartir les tâches si tu travailles par exemple ou si tu es femme à temps plein ou parce que de toutes les façons chez nous, on prie tout le jour. Alors là déjà, ils vous orientent pour que vous puissiez quand même participer au culte tout le jour et ne pas avoir des problèmes avec votre mari. Donc déjà, ils vous aident à vous organiser avec votre temps. Et ça a été vraiment une bonne aide aussi à nous aider à comment planifier, à comment gérer et l'enfant et les maris et la cuisine et tout le foyer en même temps. Donc on apprend ça à l'église, ils nous apprenaient vraiment avec des exemples, avec d'autres mamans aussi qui faisaient des témoignages aussi parfois et ça nous a beaucoup aidés. Retournons dans la profession. On a parlé tout à l'heure de votre première adhésion. Vous avez parlé des affaires de votre mari et également la maison, c'est bon. Mais par rapport à votre adhésion dans d'autres structures, comment ça s'est passé au départ? Oui, j'ai quand même travaillé chez autrui aussi. À part ça, quand j'ai eu, je pense, mon deuxième enfant, non, le troisième, je crois, après ma troisième fille, j'ai quand même encore travaillé pendant une année ailleurs. Dans l'autre entreprise là où j'ai été dans le marketing. Donc ça veut dire que vous devez chercher des potentiels clients, vous devez être sur les marchés, vous devez faire des tours, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez organiser des événements. Donc là, on travaillait même les dimanches, même les samedis soirs. Mais là, j'avais un peu plus acquis de l'expérience par rapport déjà à la vie quotidienne et déjà avec la maison, avec les enfants qui grandissaient, avec le travail que j'avais eu avant. Déjà, j'avais à avoir un peu plus de confiance en moi et à avoir un peu plus une certaine liberté à pouvoir gérer et ma maison en même temps et le travail parce que déjà, j'avais des gens qui étaient aussi chez moi pour m'aider avec les enfants. Et le deuxième travail, ça a été quand même. Mais bon, comme je voulais plus, je me suis lancée dans autre chose. Très bien. Parlons maintenant de l'entrepreneuriat. C'était un rêve, bien sûr, mais comment cela a débuté? C'était le conseil de votre mari, soit des amis? On peut en savoir plus? Bon, déjà, ce qui m'a vraiment poussée à aller dans l'entrepreneuriat, c'est parce que je savais qu'en ayant mes propres activités, j'allais d'abord avoir un peu plus de liberté avec mon temps. Parce que, entre guillemets, je suis une personne qui aime beaucoup voyager. Et avec le travail dans une société, c'est compliqué de le faire quand vous voulez. Et avec tous les projets que j'ai aussi, le travail seul de mon mari et mon salaire, ça ne pouvait pas nous permettre vraiment de réaliser ce qu'on souhaite pour nous, pour notre vie, pour nos enfants. Alors de là, je commençais à me dire que je devais faire quelque chose d'autre qui pouvait ne pas être lié seulement à un revenu mensuel, mais qui pouvait varier selon ma façon à moi de travailler, selon mes activités à moi, et je pouvais gagner plus. Alors c'est vraiment à partir de là que je me suis décidée de commencer avec une activité. Je n'ai pas commencé avec une seule activité directement, j'ai combiné des activités. Et finalement, je me suis quand même positionnée sur une activité parce que ça me donnait un peu plus de liquidité comme je le voulais. Et c'est après ça que j'ai commencé à ajouter encore d'autres activités. Les autres personnes disent que les femmes entrepreneurs
sont des femmes moins sérieuses. Vous pouvez nous dire le contraire? Moins sérieuse par rapport à quoi? Par rapport aux réalités des terrains. Bon, c'est vrai que, on dit quoi? En lingala, on les dit, hein? Bon, il y a une seule personne, comme on dit, moko ya ekolo, moko afingisa batu nyonso na ekolo, non? Être moins sérieuse, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais ça a tout à voir avec la personne elle-même. C'est vrai que beaucoup de gens, quand ils vont faire des affaires, ils aiment la facilité. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, hein? Travailler chez quelqu'un dans un emploi, tu es sûr que peu importe les variations, tu auras ton salaire à la fin du mois. Mais quand tu es entrepreneur, c'est par rapport à tes activités que tu auras un salaire à la fin du mois. Alors, il y a des gens qui préfèrent les raccourcis. Donc, elle s'est dit que, bon, si je dois aller dans le chemin normal, ça va me prendre du temps. Alors, je préfère peut-être être derrière un homme qui peut peut-être me faciliter. Peut-être, si on prend l'exemple des femmes qui vont peut-être dans des voyages pour acheter la marchandise et tout, elle s'est dit que, bon, peut-être si j'aime quelqu'un dans la douane, ça va me faciliter. Ou si j'aime quelqu'un dans l'aviation, ça peut me faciliter. Ce sont des personnes elles-mêmes qui préfèrent ces raccourcis-là. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat aiment nécessairement avoir des relations avec les personnes avec lesquelles ils travaillent pour réussir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Réussir, c'est d'abord les efforts. Et beaucoup de gens, fournir des efforts, c'est trop leur demander. Les gens, ils se disent, bon, je préfère... elle s'est dit que je vais faire des affaires, mais elle n'est pas prête à tout donner pour réussir. Elle préfère donner son physique pour réussir que sa tête pour réussir. Et c'est de là maintenant que vient le fait que bon, les femmes entrepreneurs sont moins sérieuses. Non? Alors, ça date de combien de temps déjà, depuis que vous êtes à l'œuvre dans ces domaines? Bon, déjà, c'est déjà depuis 2014 que j'ai commencé mes propres activités. Donc là, comme on est en 2019, ça va faire 5 ans. Et là, j'ai encore multiplié d'autres activités, toujours dans le terme de l'entrepreneuriat. Lorsque vous vous rencontrez avec d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire hommes et femmes, parce qu'on doit respecter le genre, de quoi est-ce que vous parlez d'habitude? Bon, généralement déjà, la première question c'est toujours tu fais quoi? Déjà pour connaître dans quelle activité évolue l'autre, pour aussi connaître les problèmes qu'il a. Parce que quand se le disent, hein, la plupart des fois, on est buté à beaucoup des obstacles. Alors, généralement, on aime savoir, tu es dans quel domaine et tu fais quoi, c'est quoi tes obstacles et comment tu arrives à t'en sortir. Parce que, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un monde où, quand tu n'as pas beaucoup d'efforts à donner, tu ne réussis pas. Et il faut aussi écouter les autres personnes pour savoir aussi comment ils arrivent à s'en sortir dans leurs difficultés et quels sont les challenges qu'ils ont aussi. Et là, ça te permet aussi de te dire que bon, peut-être moi dans mon domaine, peut-être c'est mieux, j'essaie un peu de te consoler par rapport à ton domaine. Et là, quand même, vous essayez aussi de vous donner des conseils parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps, qui vous donnent aussi certaines astuces. Parce que quand quelqu'un est dans l'entrepreneuriat, généralement, on est dans beaucoup de domaines. Donc, on essaye là, on essaye là, on essaye là. Et peut-être ton activité peut être c'était peut-être la première activité d'une autre personne. Et là, il peut te dire quoi faire et quoi ne pas faire pour ne pas échouer, par exemple. Alors, généralement, on se raconte aussi, c'est vrai que c'est difficile à quelqu'un de te donner aussi le secret par le chemin par lequel il est passé pour réussir. Mais parfois, tu peux rencontrer aussi des bonnes personnes qui te disent que non, madame, tu vois, dans ton domaine, il faut faire ça, et tu verras le bout du tunnel avec. Donc, c'est un peu de ce genre de discussion qu'on a. Comment faites-vous pour convaincre votre mari qu'il vous laisse le temps de pouvoir voyager, même des réunions faites par des entrepreneurs aussi? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'est facile? Si c'est facile, vous dites. Si c'est difficile, comment aider d'autres femmes? Parce qu'on doit faire aussi la sensibilisation de la femme congolaise. L'entrepreneuriat, ça déjà, c'était le domaine d'après. Mais déjà, quand j'ai commencé comme étant employée, au début, ce n'était pas facile. Parce que même mon mari, quand tu ne devais pas rentrer à la maison parce que tu avais une réunion tard le soir ou parce que tu devais travailler un samedi ou un dimanche, donc déjà c'était trop de problèmes, ça ne passait pas.
mais il sentait en moi que je voulais vraiment faire ça. Je voulais m'épanouir avec ça parce que je me sentais, étant simplement femme au foyer, je n'étais pas accomplie au fait. C'est vrai que j'étais heureuse d'avoir ma famille, d'avoir mes enfants, mais je voulais aussi faire quelque chose pour moi. Alors, ce n'était pas facile parce que, bon, tout homme va vouloir que sa femme reste à la maison, sa femme s'occupe de ses enfants ou bien qu'elle a un travail, qu'elle puisse rentrer à la maison à temps. Et la belle famille aussi. Et la belle famille aussi qui te dit, mais tu ne vas pas bien t'occuper de l'éducation de tes enfants parce que tu n'es pas là et tout le reste. Donc, ce n'était pas facile au début, mais je suis m'imposée parce que c'est ce que je voulais. C'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai commencé aussi à faire des concessions avec lui, que bon, si je reste peut-être tard, demain je vais quand même faire un effort de rester avec les enfants ou de rester avec vous. Donc je faisais vraiment trop des concessions. Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, surtout quand je devais voyager seule, c'était vraiment des complications. Au début, il voulait venir avec moi, mais avec son travail, c'était aussi compliqué. Mais parfois, il devait me coincer, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais il s'est finalement habitué et il a compris que je le faisais juste parce que je voulais m'épanouir et parce que je voulais aussi l'aider. Vous n'êtes pas jalouse? Bon, la jalousie, moi j'ai dit toujours, dans une partie de ce qui m'a poussée à vouloir travailler pour moi-même, c'était parce que je voulais l'indépendance et je voulais me faire autre chose que d'être la femme qui suit son mari derrière. Parce que quand tu es la femme qui ne fait rien et que tu restes à la maison, tu regardes l'heure. Mon mari était sorti à 6 heures. Et il est 22 heures, mon mari n'est pas rentré. Là, c'est des crises de jalousie qui commencent. Tu étais avec qui? Tu faisais quoi? Et en fin de compte, c'est épuisant, hein, la jalousie. C'est épuisant de suivre quelqu'un derrière. Alors, j'ai commencé à me dire que je devais avoir des activités. Je devais faire quelque chose. Et avec mes activités, j'ai pas le temps. Je suis fatiguée quand je rentre. Donc, le temps que j'ai, c'est pour m'occuper. En quelque sorte pour fuir certains stress. Ça aide beaucoup. En tout cas, moi, même mes belles-sœurs, hein, les femmes de mes frères ou quoi, je leur dis toujours, faites quelque chose. Quand vous faites quelque chose, vous aurez un mariage épanoui, que personne ne vous mente. Vous aurez vraiment un mariage épanoui. Vous n'aurez pas le temps de suivre Intéressant. Ça a un bénéfice déjà d'avoir une femme épanouie dans un domaine, mais étant femme au foyer qui suit l'éducation de ses enfants, c'est très intéressant. Maintenant, quel genre de stratégie pouvez-vous donner à des femmes qui vous suivent, à la jeune fille qui vous suivent, de pouvoir emboîter le pas tout en étant aussi rigoureuse dans ce qu'elle fait pour qu'elle voie au moins la réussite? Déjà, ce que je vais dire à la jeune femme ou à toute femme qui veut entreprendre, c'est d'abord de savoir pourquoi elle veut faire ça. Quand on sait pourquoi on veut faire quelque chose, on ne regarde pas les difficultés qu'on peut rencontrer. Tout ce qu'on veut, c'est atteindre nos objectifs. Donc déjà, c'est ça, en tout cas le point fort dans tout entrepreneuriat. Alors déjà, quand tu as des rêves qui sont forts et vraiment des ambitions sérieuses, tu vas te débattre parce que l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine, quand tu veux évoluer seul, tu dois vraiment donner le meilleur de toi pour réussir. Donc si tu travailles à moitié, tu auras les résultats à moitié. Mais si tu veux avoir des très bons résultats, donc ça veut dire que tu dois te donner corps et âme dans ce que tu fais. Mais seulement quand tu es une mère au foyer comme moi, tu dois savoir planifier. Donc tu dois vraiment être organisé. Tu dois savoir gérer et ton foyer en même temps, et tes enfants et tes activités. Mais dans tous les domaines que tu fais, que ce soit ton foyer, que ce soit tes activités, que ce soit tes enfants, tu dois te donner à temps plein. Donc là, ça veut dire que tu dois vraiment être une personne disciplinée et une personne qui sait faire des sacrifices. Parce que quand tu vas devoir te reposer ou quand tu vas te dire que c'est le temps pour toi de te reposer, alors que ce n'était pas le temps pour toi de te reposer, c'était le temps pour bosser, tu vas beaucoup perdre. Alors là, la femme qui veut vraiment évoluer, ça doit être une femme qui sait dire non à certaines choses. Parce que moi, comme je le dis, il y a même ma soeur qui était en train de m'embêter l'autre jour. Elle me demande, c'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment assise du matin au soir pour regarder la télé? Alors là, j'étais en train de réfléchir. Je me dis, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Et peut-être parfois, le
peu de temps que je peux avoir à regarder la télé, c'est peut-être entre 22h et 23h. Parce que à part l'entrepreneuriat, à part mon foyer, à part mon mari, je vais à l'église presque tout le soir. Et c'est même mon mari qui me demande, mais comment tu arrives à faire tout ça? Je lui dis, je veux faire tout ça en même temps, alors j'essaye comment créer mon temps pour le faire. Alors, si quelqu'un veut faire quelque chose, la seule chose, c'est la discipline et le sacrifice. C'est en tout cas les vraies clés pour réussir. En dehors de la famille, en dehors du business ou alors de l'entrepreneuriat, vous n'avez pas autre distraction? Vous n'avez pas d'amis? La plupart de mes amis, ce sont les personnes avec qui je travaille. Donc, pour nous, la distraction, on n'en a presque pas, mais quand on se rencontre pour travailler, c'est en même temps on travaille, c'est en même temps on a le temps de papoter. Hey, ma chère, comment c'était ton enfant et ton mari? Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Parce que les femmes, hein, quand on se le dit, c'est toujours les maris, il a fait quoi? Et l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé avec? Et la plupart des personnes, en tout cas mes amis, la plupart vraiment de mes amis, ce sont les personnes avec qui je travaille. Donc on peut peut-être prendre une heure des pauses pour parler de notre maison et des problèmes qu'on a chez nous. Et c'est comme ça qu'on passe généralement, que ce soit les week-ends ou la semaine. On est toujours en train de travailler. Entreprendre en République démocratique du Congo, est-ce facile? Déjà avec, comme on dit, la situation économique qui est un peu compliquée, surtout moi dans l'un de mes domaines principaux, parce que dans l'un de mes domaines principaux, je suis dans le cosmétique. Donc dans le cosmétique, là, on vend des produits importés. Alors déjà, avoir suffisamment de clients ou suffisamment de personnes avec qui travailler, avec la conjoncture, c'est un peu compliqué. Mais on arrive quand même à le faire parce qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'on fait et comprennent la valeur des produits qu'on a. Ils sont quand même actifs à vouloir travailler avec nous, à vouloir utiliser les produits. On arrive quand même à le faire, bien que c'est un peu compliqué. Mais ça avance très bien. Et puis dans un autre domaine où je suis, parce que je suis dans l'agriculture aussi, alors là, avec la RDC, c'est un très bon business parce qu'on a la bonne terre et en tout cas, ça me permet de vraiment faire des bonnes affaires avec. Voilà, pour terminer, Madame Déborah va devoir prodiguer un conseil à la jeunesse congolaise qui ont eu le temps de pouvoir nous suivre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur vie en dehors des études? En partant de ça, comme conseil, j'irai dans le sens du président de la République qui veut insister sur les investissements et qui veut aider la jeunesse qui pourra investir à avoir la présidence ou le gouvernement comme soutien. Alors de là, je veux dire aux jeunes surtout que c'est bien bon de faire les études. Mais ne restons pas seulement à la maison pour attendre un travail quelconque, aller dans un bureau ou à vouloir tous nous lancer dans la politique pour être gouverneur ou pour être député ou pour être je ne sais pas moi qui. Mais on peut aussi commencer des activités. Aujourd'hui, aux États-Unis, les personnes qui tiennent l'économie des Américains, ce sont les investisseurs, ce sont les entrepreneurs. Alors, n'attendons pas seulement qu'on ait beaucoup de sociétés dans ces pays pour qu'on puisse dire que bon, les pays a évolué. Notre pays, on le dit que c'est un pays qui est potentiellement très riche. Et les potentiellement très riches là, ici en RDC, tu peux faire n'importe quelle activité et tu vas voir en une année, ça évolue très bien. Alors que les jeunes n'attendent pas seulement qu'on ouvre une société ou une banque ou bien qu'ils aient l'opportunité d'aller postuler pour réussir leur vie, qu'ils commencent à entreprendre même avec des petites choses. Aujourd'hui, la plupart de nos activités sont prises par des étrangers parce que nous-mêmes, les Congolais, on ne veut pas être dans l'entrepreneuriat. On veut tous attendre que les présidents fassent quelque chose pour nous. Alors que nous aussi, nous pouvons faire quelque chose et soutenir le président de la République et soutenir notre pays en même temps. Mais ce n'est pas ce que nous faisons tous. Voilà, pour moi, c'était un plaisir de pouvoir, sur ce plateau, la trajectoire. Alors, fidèles téléspectateurs, comprenez que chacune de nous a son histoire, a sa façon de le relater aussi, à ses événements. Comprenez que Madame Déborah Kongolo nous
nous a parlé d'elle-même, elle nous a parlé de ses difficultés, de comment elle a commencé, ceci pour encourager la jeunesse congolaise. Je vous remercie de votre disponibilité. Je crois que la fois prochaine, on va discuter sur d'autres angles. Merci beaucoup et j'espère vraiment qu'on pourra aider plus de personnes et surtout beaucoup plus de jeunes à faire de leur vie quelque chose de meilleur. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre première partie avec Madame Deborah Kongolo Mputu Banza. Alors, coucou déjà à vous tous qui avez suivi cette émission. Avec beaucoup de plaisir, nous allons nous retrouver la fois prochaine sous une autre forme. Au revoir.